C'est un plaisir de vous retrouver, chers téléspectateurs, pour cette dernière sortie de For You Matin sur For You Média Africa. En ce qui concerne cette semaine, nous allons au sujet principal aller du côté du Niger, où les autorités demandent au CICR de quitter le pays. Bien sûr, on parle de la Croix-Rouge selon une note verbale datée du 31 janvier. Le gouvernement nigérien a annoncé donc l'abolition de cet accord de siège du Comité international de la Croix-Rouge et a ordonné la fermeture de ses bureaux dans le pays ainsi que l'évacuation immédiate de son personnel et bien sûr étrangers, comme le rapportent les médias locaux. Eh bien, une source de la société civile nigérienne qui travaillerait bien sûr en collaboration avec la Croix-Rouge a indiqué que le ministère des Affaires étrangères était à l'origine de cette dénonciation, cet accord, étant donné que bien sûr le chef de cette délégation bénéficie bien sûr d'un statut diplomatique. Et bien une note verbale a donc suffi à officialiser la décision du gouvernement. Alors, on va tout à l'heure comprendre, bien sûr, une fois de plus, ces décisions des autorités du Niger, les implications, bien évidemment. Au moment où l'on remet de plus en plus en question la présence de ces ONG ou organisations sur le sol africain ou alors dans les États africains, nous allons revenir et bien faire une sorte de bilan, voilà, de cette organisation, en tout cas le Niger qui prend de plus en plus ses distances, non seulement avec les États occidentaux et précisément, comme on le sait, la France, les États-Unis, mais aussi avec les organisations, on va dire, dites internationales. Voilà, mesdames et messieurs, pour le thème principal de ce matin. Merci d'être avec nous. For You Matin qui s'ouvre sur For You Média Africa, c'est toujours un plaisir, chers téléspectateurs. Tout à l'heure, nous allons également commenter une autre actualité, mais cette fois-ci du côté de la France, où là-bas, le président français Emmanuel Macron a porté plainte contre, du moins après l'exposition d'une œuvre, le représentant décapité du côté de Guadeloupe. Nous allons voir tout à l'heure, lorsqu'on commentera cette actualité, cette œuvre, effectivement, voilà, comme vous pouvez le voir à l'instant à l'antenne, une plainte contre X qui a donc été déposée après la présentation d'un tableau montrant Emmanuel Macron avec la tête coupée dans une exposition à Pointe-à-Pitre. On en parlera tout à l'heure. Mais avant, nous allons ouvrir cette émission avec un autre invité, avant peut-être de présenter, bon, peut-être qu'on va d'abord commencer par présenter le panel et avant d'accueillir notre invité avec qui nous allons passer une dizaine de minutes sur l'actualité autour du président du COJEP, Charles Blé Goudé, du moins là, en ce qui concerne les derniers événements de ce côté-là. On y reviendra. En attendant, très rapidement, Monsieur Atangana, vous êtes avec nous sur ce plateau de For You Matin. Bonjour, Monsieur Atangana. Merci de m'avoir invité. Bonjour à mes copanélistes, bonjour à tous les téléspectateurs, les téléauditeurs qui nous font le plaisir de nous suivre et qui nous encouragent à être toujours là. Encore une fois, merci de m'avoir invité sur For You Média Africa. C'est nous qui vous remercions, Monsieur Atangana, sur ce plateau. Monsieur Aïssi est avec nous. Bonjour, monsieur, bienvenue. Bonjour, Madame Siquin. Je n'oublie pas de saluer le combattant Henri Atangana, oui, un confrère. Je salue l'Afrique qui est debout, sur toute sa jeunesse. Je salue ceux qui sont des côtés de l'AES, qui font la fierté d'être africains. Je n'oublie pas ceux qui sont en train de subir le martyre du côté des territoires ultramarins, les Antilles, oui, comme on dit pour de manière triviale, Guadeloupe, Martinique, ainsi de suite, ainsi de suite. Quand je l'ai dit, l'occasion faisant le larron, Madame Siquin, oui, au Cameroun, c'est la semaine de la jeunesse. Oui. Et je crois que l'apothéose, c'est mardi prochain avec les parades civiles. C'est des élèves, des universitaires, si vous voulez. Mais sauf que dans le contexte, n'est-ce pas, de ces festivités,
de plus en plus, on parle de patriotisme aux élèves, surtout dans les cours de récréation. Oui. On leur enseigne, n'est-ce pas, les notions de patriotisme. Mais sauf que ceux qui leur demandent d'inculquer les notions de patriotisme ne sont pas de modèles de patriotisme. C'est important de le préciser aussi. Parce que le patriotisme, c'est une doctrine, c'est une idéologie, c'est une manière de vivre, c'est une vision. Ce n'est pas un discours, un slogan. Comme dans notre pays, le Cameroun, tout est slogan. Parce que si nous continuons d'écrier la corruption, les détournements de deniers publics et qu'on sort, je suis certain, et vous convenez avec moi, que ce ne sont pas des actes de patriotisme. Merci pour l'invitation. C'est nous qui vous remercions, monsieur Albert Anatola. Ici, eh bien, comme on l'a dit, hein, on va directement aller du côté de la Côte d'Ivoire pour comprendre, du moins commenter cette autre actualité autour du COGEP. Après son chant, bien sûr, une voiture explose devant le siège du COGEP. Fait du hasard ou encore fait politique? C'est une interrogation. Mais en tout cas, déjà, pour planter le décor et avoir plus d'amples informations, il faut déjà rappeler que dans un communiqué qui a été publié le 6 février, donc il y a hier, le congrès panafricain des jeunes patriotes COGEP, parti dirigé bien sûr par Charles Blé Gouda en Côte d'Ivoire, appelle bien sûr au calme et à la sérénité, tout en affirmant attendre les conclusions de l'enquête en cours pour déterminer l'origine exacte de l'incident. Pour en parler, Maître Serge Ouraga, vous êtes vice-président en charge des affaires juridiques, des droits de l'homme et des libertés publiques. Vous êtes également porte-parole justement du COGEP, peut-être pour mieux comprendre avant d'avancer effectivement dans la discussion avec vous. Qu'est-ce qui s'est réellement passé dans cette affaire? On parle d'explosion devant le siège du COGEP. Déjà, bonjour. Et je vous renvoie la parole, Maître Ouraga. Bonjour, Madame Siké. Bonjour à tous les intervenants, tous les participants à cette émission. Je voudrais rapidement préciser que COGEP, c'est Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples. Juste une petite précision. Merci encore pour l'intérêt que vous portez à notre parti. D'accord. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Maître Ouraga. Oui. Permettez-moi, votre caméra n'est pas activée. Est-ce que c'est possible ou c'est un choix? C'est possible d'activer votre caméra? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'on fait, la réalisation? Est-ce que notre invité est là? Alors, Maître Ouraga, est-ce que vous m'entendez? Allô? Alors, on me signale que votre caméra est toujours fermée, Maître Ouraga. Nous allons peut-être prendre le soin avec la réalisation de vous donner de vous permettre de d'ouvrir peut-être votre caméra pour que les ma caméra est activée. Maintenant, voilà, on va faire comme ça, Maître Ouraga. On va y aller. Alors, je vous renvoie l'antenne. Allez-y. Il me semble que ma caméra est activée. En tout cas, moi, je me vois. Oui, c'est bon, maître. Allez-y. C'est bon. Alors, donc, comme je le disais, il y a 2 jours, donc ce mercredi, avant-hier, une voiture qui était stationnée devant le siège du COGEP, donc une voiture qui était à l'arrêt, a soudainement pris feu, dans des circonstances qui, jusqu'à ce jour, n'ont pas encore été élucidées. Alors, c'est une situation qui nous préoccupe. Les pompiers sur le champ ont été appelés, ils sont venus, ils ont circonscrit le feu, ils ont maîtrisé le feu afin d'éviter qu'il se propage dans le voisinage et que nous connaissions des dégâts beaucoup plus importants. Le président du parti qui était là, donc qui recevait des visiteurs, a été immédiatement évacué et l'ensemble du personnel du parti
également été évacués. Donc aujourd'hui, il faut le dire très honnêtement, c'est une situation qui nous préoccupe. Nous espérons que les autorités compétentes, notamment la police et la gendarmerie qui ont été fortement déployées sur les lieux, mènent une enquête diligente afin que nous puissions situer donc les causes de cette explosion. Est-elle accidentelle? Est-elle intentionnelle, criminelle? Nous ne le savons pas. Nous pensons, nous espérons que les résultats de l'enquête vont nous permettre donc de situer les causes de cette explosion. En tout état de cause, le président Charles Blé Goudé a repris le service, a repris le travail aujourd'hui. Il a demandé, il a exigé que l'agenda du COJEP reste inchangé. Il a demandé à ce que nos activités soient maintenues. Nous sommes déterminés, comme vous le savez, à poursuivre le combat pour une Côte d'Ivoire de justice, d'égalité et de démocratie. Voilà en ce qui concerne, à ce jour, l'état de la situation. Alors, l'état de la situation, merci. Ce qu'on comprend, en tout cas, c'est que les enquêtes sont bien sûr en cours. Mais un autre fait quand même qui ne saurait nous laisser indifférents face à cette situation, c'est qu'il y a environ un mois, vous allez nous corriger, mais je pense qu'il y a environ un mois, c'est bien sûr le champ, voilà, je pense bien une plantation de cacao, si je me trompe, qui a été, du moins il y a eu un incendie dans une plantation de cacao du président Charles Blé Goudé. Ajouté à ce qui s'est passé il y a encore seulement quelques heures, ça suscite quand même un certain nombre d'interrogations, Maître Ouraga. Tout naturellement, ça suscite beaucoup d'interrogations et des interrogations légitimes. Vous l'avez dit il y a quelques semaines, c'était dans le mois de décembre, que le président a vu une grande partie de sa plantation partir en fumée. Et je ne parle pas d'un feu qui est venu d'une plantation voisine ou d'une forêt voisine. Non, la plantation, donc le feu qui a brûlé donc une grande partie de cette plantation est venu de l'intérieur de la dite plantation, donc du milieu de cette plantation. Donc, est-ce que c'est un fait accidentel? Est-ce que c'est un fait criminel? Nous ne savons pas. Ajouter à cela aujourd'hui, donc il y a 2 jours, une explosion encore devant le siège du COJEP, d'une voiture qui était à l'arrêt, d'une voiture qui était stationnée comme cela. Nous ne savons pas. Donc ce sont des préoccupations que nous avons et nous espérons vraiment que l'État, que les autorités compétentes, le gouvernement, donc la police et la gendarmerie, mènent une enquête minutieuse et qu'on nous permette de nous dire aujourd'hui quelles sont les causes de cette explosion. Je comprends donc, avec tous ces faits qui se succèdent aujourd'hui, toutes les préoccupations et que nous partageons. Donc c'est tout à fait légitime que certaines personnes se demandent, se posent 1001 questions. Nous partageons ces préoccupations. On va peut-être se quitter avec peut-être une dernière interrogation, Maître Ouraga. Nous, on s'interroge, effectivement, vous partagez les inquiétudes des uns et des autres. L'on se demande, est-ce un fait du hasard, du moins des faits du hasard ou encore des faits politiques, Monsieur Blé Goudé, qui est quand même engagé, très engagé, bien sûr, dans la vie politique en Côte d'Ivoire. On ne reviendra pas sur son passé, mais est-ce qu'on peut imaginer, est-ce qu'on peut se tromper en imaginant quand même que cela pourrait avoir un lien peut-être avec son engagement politique, et lorsqu'on sait que cette année 2025 est une année cruciale quand même en Côte d'Ivoire, et beaucoup estiment également d'ailleurs que le président Blé Goudé aujourd'hui, qui on le rappelle pour nos téléspectateurs, pour le moment ne bénéficie pas encore, en tout cas ne peut pas encore légalement être candidat à la présidentielle en Côte d'Ivoire, mais beaucoup le considèrent justement comme un candidat dangereux. Est-ce à tort de penser comme cela, Maître Ouraga? Alors, à ce jour, nous n'excluons rien. Nous n'accusons personne, c'est vrai, mais nous n'excluons rien.
Et vous l'avez dit tout à l'heure, le président Charles Blé Goudé, l'histoire de la Côte d'Ivoire, il est victime aujourd'hui d'un acharnement judiciaire, politico-judiciaire. Vous connaissez l'état des libertés publiques en Côte d'Ivoire, vous connaissez l'état de la démocratie en Côte d'Ivoire. Donc, au regard de tous ces éléments, c'est de façon tout à fait légitime que certaines personnes se demandent, est-ce que ce n'est pas un fait politique? Est-ce que ce ne sont pas des tentatives d'intimidation? À ces questions, nous saurons répondre. Mais nous nous interrogeons, et comme vous, et comme toutes ces personnes-là qui le font, nous sommes inquiets, nous nous préoccupons, nous nous interrogeons. Donc nous aussi, nous essayons d'être le plus vigilants possible, mais encore le plus déterminés possible. Parce que le président Charles Blé Goudé, même le COJEP, nous n'avons pas toujours eu une histoire tranquille comme un long fleuve. Non, pas du tout. Donc ce sont des faits qui peuvent effectivement relever d'intimidation politique, mais à ce jour, nous ne pouvons ni confirmer, ni infirmer, mais nous n'excluons rien. Et ce que je peux dire, c'est que tous ces faits, intimidation ou pas, très honnêtement, ne pourront pas altérer notre détermination à faire de la Côte d'Ivoire, à mener donc le combat pour une Côte d'Ivoire de justice, d'égalité et de démocratie. Ça, jamais. Merci à vous, Maître Ouraga. On rappelle que vous êtes vice-président en charge des affaires juridiques, des droits de l'homme et des libertés publiques également, entre autres, porte-parole de COJEP. Merci infiniment. Vous pouvez peut-être, parce qu'on va passer la parole aux deux autres intervenants pour commenter également, vous pouvez peut-être, si vous le pouvez, rester pour commenter à leur suite pour fermer définitivement cette page consacrée à l'actualité aux leaders du COJEP. Donc vous pouvez rester avec nous pour quelques minutes si le temps vous le permet rapidement. Monsieur Aïssi, je vais commencer par vous pour commenter cette actualité. On a écouté Maître Ouraga tout à l'heure. C'est vrai qu'on n'accuse personne, mais on n'exclut rien. On connaît un peu le contexte du côté de la Côte d'Ivoire aujourd'hui et contexte électoral. D'ailleurs, il y a eu un mois incendie dans ce champ, on va dire quoi, cette plantation de cacao du président Blé Goudé. Et il y a encore quelques jours, je crois voilà, il y a eu cette voiture qui a explosé devant le siège de son parti. Et un détail important quand même à rappeler, comme l'a dit Maître Ouraga, une voiture qui était stationnée. Donc il y a beaucoup d'interrogations, même si les enquêtes sont en cours. Madame Sikeila, je vais d'abord répondre en tant que journaliste d'investigation. Allez-y. Lorsqu'il s'agit des événements que nous avons l'habitude d'observer dans le landerneau social au Cameroun, une voiture qui prend feu, étant garée, quelquefois il est accusé des problèmes de chauffage, oui, des problèmes de court-circuit, et à la fin, ça prend d'abord feu avant d'exploser. Ok. C'est-à-dire, ça c'est scientifiquement parlant, donc oui, j'évoque cela. Donc, ça prend d'abord feu avant d'exploser. Avant d'exploser, d'accord. Quelquefois, ça n'explose même pas, ça prend tout simplement feu. Ok. Mais une voiture qui explose, ça veut dire qu'il y avait quelque chose, il y avait un corps étranger à l'intérieur. Ok. Régulièrement, nous avons vu les voitures calcinées. Oui. Dans nos grandes métropoles. Quelquefois, sur ce que nous appelons de manière triviale les nationales numéro tant et tant, le chauffeur ou bien le propriétaire du véhicule n'a que le temps de sauver les effets personnels. Et puis voilà, ça prend feu. Oui. Mais sans exploser pour autant. Mais quand la voiture est en circulation, quand même. Parce que là, il faut rappeler que la voiture est garée. D'accord. Quelquefois même stationné. C'est-à-dire ça prend feu. J'ai vu une scène de cette nature du côté de la cathédrale Notre-Dame, du côté de Bonadimon, du côté de Douala. Une voiture qui était garée carrément au niveau, n'est-ce pas, du presbytère. Ça a pris feu. D'accord. J'ai vu une scène de même nature avec un confrère que vous savez qu'on nous connaissait très bien. Sa voiture était stationnée dans une station de service du côté des Bali. Ça a pris feu. C'était garé. Mais sauf que ça n'a pas explosé. Ok. Ça n'a pas explosé. Il y a plusieurs scènes comme ça. Bon, dans le contexte camerounais, on dit qu'il allait chez le Mokwagne. C'est pour ça qu'on lui revendique, si on lui revendique. Le Mokwagne, c'est-à-dire qu'il allait faire dans les choses compliquées, dans les excès ésotériques. Maintenant, comme il n'a pas pu remplir les conditions, et puis voilà, on lui a arraché cela, c'est bien. Nous avons également souvent les cas des maisons qui brûlent. Oui. Sans pour autant que quelque chose explose. Oui. Nous avons n'est-ce pas, très souvent on accuse n'est-ce pas, les courts-circuits.
Dans le contexte du COJEP, vous avez une voiture qui est garée. Personne ne cherche à savoir à qui il appartient, ce véhicule, ni pourquoi est-ce qu'il est garé là, devant le chef d'un parti politique, et qui explose sans préalablement avoir pris feu. Il y a matière à questionnement. Et en plus, auparavant, vous avez une partie de la plantation du leader du COJEP qui prend également feu. Je crois qu'il y a une conjonction de ce genre d'événements nous rappelle un des événements que nous avons connus par le passé du côté de la Côte d'Ivoire entre 2020 et 2022, je crois. Vous avez une petite fiole qui se baladait et qui a emporté les vies de certains hommes politiques qui étaient supposés être les remplaçants ou les successeurs de M. Ouattara. Donc ça nous renvoie un peu à cet épisode-là. Et je crois que dès que vous avez une conjonction d'événements qui se succèdent, de nature justement, notamment comme du feu, dans une cacahuète, une voiture qui explose devant le chef d'un parti politique, d'un leader de l'opposition, je crois que ça interroge. Maintenant, je viens de suivre l'intervenant qui nous fait comprendre qu'il y a les enquêtes judiciaires en cours. Tout à fait. Alors, est-ce que ces enquêtes judiciaires seront indépendantes quand on connaît le contexte ivoirien en la matière, surtout que s'il s'agit des actes commandités, oui. Est-ce que ces enquêteurs, ces officiers de police judiciaire auront les mains libres pour justement dire exactement... Rétablir la vérité. Absolument. Oui. Donc je pense que là, il y a matière à questionner, mais sauf que il nous est revenu il y a 2 ans. Oui. C'est toujours important de rappeler l'histoire. Il nous est revenu il y a un peu plus de 2 ans que la vie de Charles Blé Goudé, sa sécurité était menacée. Il faut vous rappeler, il y a un peu plus de 2 ans, il nous est revenu que sa sécurité était menacée. Dans le contexte de son déplacement au Cameroun, il y a eu plusieurs événements. Effectivement. Voilà. Ouais. Et il y a eu une première tentative qui a échoué, deuxième tentative qui a échoué. Je crois que c'est la énième qui a été la bonne pour qu'il vienne au Cameroun. Et dans les conditions que nous savons. Donc nous pensons que c'est une situation très préoccupante et qui devrait, de notre point de vue, attirer l'attention des panafricanistes, attirer leur vigilance, parce qu'il s'agit de quelque chose qu'on puisse reprocher à Charles Blé Goudé, en bien ou en mal. Je pense qu'il s'agit avant tout d'un fils africain. Il s'agit de quelqu'un qui sort d'une incarcération malheureuse du côté de la CPI. Il a subi une condamnation inacceptable dans son propre pays, la Côte d'Ivoire, dans une affaire qui ne connaît ni d'Ève ni d'Adam. Donc nous pensons que dans ce contexte-là, il faut absolument rester vigilant. Et cette vigilance n'implique pas seulement les leaders, je veux dire les militants du COJEP, mais dans leur ensemble, les Ivoiriens. Parce que il ne faut pas que l'histoire bégaye à nouveau de la Côte d'Ivoire. Parce que nous sommes en année électorale en Côte d'Ivoire. Et il me semble que de ce côté-là, le champ politique, j'ai envie de dire, l'atmosphère politique dans le champ politique n'est pas encore apaisée. Ce n'est pas encore rassurant. Ce n'est pas encore rassurant. L'atmosphère politique, il faut donc absolument faire très très attention. Et je pense que le pouvoir ne sort pas là. Le régime de Ouattara gagnerait à ce que les élections de présidentielles 2025 soient apaisées. Si pour une fois, il peut penser que la Côte d'Ivoire lui a tout donné, parce que lui n'est pas ivoirien. C'est pour ça qu'il peut se permettre de faire tout n'importe quoi. On ne va pas, monsieur Aïssi, quand même rentrer dans ces considérations. C'est important, lorsque quelqu'un a à cœur, n'est-ce pas, l'amour de ses compatriotes, il est le président de la Côte lorsque quelqu'un a à cœur l'amour de ses compatriotes, il y a les actes qu'il ne peut pas accepter. Lorsque quelqu'un vous dit, la France, je dois tout à la France, alors qu'il est président d'un pays, d'un État, parce que, peut-il élu par les citoyens de ce pays-là, il faut faire très attention. Merci à vous, monsieur Aïssi. Monsieur Atangana, je vous retrouve à la suite de monsieur Aïssi. C'est vrai que lorsque il y a tous ces événements, il y a beaucoup, bien sûr, d'interrogations. Et les regards sont souvent tournés vers le parti, du moins, vers le pouvoir en place. Mais de l'autre côté également, l'on pourrait s'interroger, peut-être que même au sein de l'opposition, parce que nous le savons, si jamais on fait des analyses, monsieur Blé Goudé, on l'a rappelé sur ce plateau, peut être du moins un candidat de taille dans le cadre de cette élection présidentielle et même donc un danger, même pour les opposants. Monsieur Atangana. Oui, c'est déjà sur
sur la forme. C'est un peu dommage que presque un demi-siècle après les indépendances, on en soit encore là. On en soit encore avec... C'est ça qui fait quasi pitié. C'est qu'après les indépendances, on aurait pu comprendre qu'on n'avait pas beaucoup d'hommes cultivés. On nous a imposé des systèmes qu'on ne comprenait pas. Mais là, un demi-siècle après, on devrait quand même un peu mieux comprendre ce que c'est que les systèmes politiques qu'on a empruntés. Parce qu'il faut bien savoir qu'avant, nous n'étions pas des États. Et qu'on a dû apporter des notions comme l'État-nation. Quand j'entends ici État-nation, État-nation au sens moderne du terme. Je ne parle pas d'État au sens philosophique de la chose. Donc, on a donc pris ces systèmes, notamment les systèmes politiques, démocratie et tout. On a copié les institutions de la Ve République française qui ont quand même quelques siècles de recul. Il y a eu la Première, la Deuxième, la Troisième République. Et je crois qu'on est quand même assez cultivé pour savoir, pour éviter les instabilités des républiques balbutiantes. Et j'entends par république balbutiante ce qu'on voit là. C'est-à-dire que nous avons un chef d'État qui va officiellement annoncer qu'il doit tout à la France. C'est qu'il y a une sorte de trahison pour son propre peuple. Enfin, c'est des choses qu'on ne peut pas dire. Et dès que vous avez sorti ça, eh bien, on va vous soupçonner de tout. Parce qu'à l'époque, après les décolonisations, on mettait au pouvoir ceux qui... Regardez toute l'Afrique française. On a mis au pouvoir ceux qui trahissaient leur peuple. On a mis à la tête des États africains ceux qui trahissaient leur peuple et qui servaient, ils offraient en sacrifice leur peuple à la France, en contrepartie d'un confort personnel. C'est ça, en 2 mots, c'est ça. Et les résultats sont là. Pendant longtemps, cette mentalité a été développée chez les Africains. Je ne peux être au pouvoir que si je trahis mon peuple. Un homme politique camerounais a aussi déclaré que son modèle politique, c'était Ouattara. Il l'a déclaré publiquement. Et quand vous déclarez ça, c'est quoi la référence? Vous avez quoi comme référence intellectuelle quand vous dites que votre modèle politique, c'est Ouattara, avec tout ce qu'il y a comme référence politique dans le monde? C'est pas... Et quand on sait comment il est arrivé au pouvoir. Donc, il faut quand même que les Africains, de façon générale, et ça, c'est plus ça doit rentrer dans nos mentalités, nous devons changer de mentalité pour accepter enfin qu'on puisse former des États et que la stabilité de l'État exige de nous un minimum d'intégrité, même si là nous sommes dans la théorie. Oui. Mais il y a un moment où il faut pouvoir changer de mentalité et laisser les libertés s'exprimer, même si c'est un mot théorique. Ceci étant, une voiture, les explosions dans nos pays sont souvent dues au trafic. Parce qu'il faut aussi dire les vérités. Oui. Quand vous avez votre voiture et que vous allez chez le garagiste, parce que les fils électriques ne se lèvent pas, il vous dit « j'ai réparé ». Alors qu'en fait, comme la voiture est vieille, c'est souvent des 4e, 5e, 6e main, le fusible est vieux. Et le fusible, ça coûte 1000 francs CFA. Et les gens ne savent pas ce que c'est que le fusible de protection d'un circuit électrique. On l'enlève, on ponte. Donc parfois, beaucoup de gens ont des voitures où tous les fusibles sont vieux, on a enlevé des fusibles comme si ça ne servait à rien, et on pontait. Vous venez reprendre votre voiture, vos vitres électriques marchent. Ben, le mec qui a mis le fusible là n'est pas un imbécile. Le fusible permet la protection d'un circuit électrique en cas de surchauffe. Oui. S'il y a un défaut, c'est le fusible qui fond. Et quand vous l'enlevez, en cas de défaut, rien ne fond. Il se crée alors ce qu'on appelle en électricité un court-circuit. Un court-circuit, ça veut dire qu'il n'y a rien qui limite l'augmentation du courant. C'est ça que ça veut dire. Le circuit va donc surchauffer, il peut avoir incendie. Cet incendie dans une voiture essence peut en arriver à une explosion, parce que l'essence, elle, explose. Oui. Ça peut exploser parce qu'il y a un réservoir d'essence qui peut être plus ou moins plein. Ou alors un réservoir gasoil. Le gasoil, lui, là, il brûle de façon plus lentement. Donc il peut arriver que vous voyez une voiture qui explose suite à un court-circuit
ou alors une voiture qui explose, qui n'explose pas, parce que c'est une voiture diesel, ou alors parce que la quantité de carburant dans ça arrive souvent qu'on met le carburant pour 1000 francs CFA. Comme ça, on est sauvé par le fait qu'il n'y a pas assez de carburant dans le réservoir. Donc voilà. Et il y a beaucoup ça en Afrique. Beaucoup de gens vont chez les garagistes et ils ne vous disent même pas. Vous dites, mes vitres électriques ou mon clignoteur ou mes phares ne s'allument pas. Il arrive, vous dit, j'ai réparé. Mais il ne vous dit pas que le fusible s'est grillé et comme il n'a pas le fusible, il a ponté. On appelle ça ponter. Parce qu'un fusible, c'est pour expliquer clairement, ce fusible, ça veut dire que ça doit fondre. Et on remplace un morceau de votre circuit électrique par une pièce qui est susceptible de fondre à partir d'une certaine température. Son rôle, c'est de protéger votre circuit. C'est la pièce, ça coûte pratiquement cher. Son rôle, c'est de fondre. Et il agit comme un interrupteur parce que la température du circuit électrique a augmenté. Donc, ça peut arriver une voiture à l'arrêt, parce qu'il y a, même dans une voiture à l'arrêt, certains circuits électriques qui peuvent fonctionner. La voiture à l'arrêt, c'est plus rare, évidemment, que quand la voiture est Mais il y a des choses que vous avez dans votre voiture, par exemple la radio, qui sont sous tension, même si le moteur ne tourne pas. Il y a des éléments sous tension, même si le moteur ne tourne pas. D'accord. Ça aussi, c'est possible. Mais l'environnement ivoirien est un environnement préoccupant, beaucoup plus à cause de la succession d'événements et du contexte des politiques. C'est à cause de ça qu'on va imaginer que il y a beaucoup d'éléments qui se concordant, allant dans le même sens, qui vont faire qu'on soupçonne des tentatives d'intimidation, voire des tentatives d'assassinat, ce qui est malheureux en plein XXIe siècle. C'est-à-dire qu'on en arrive encore là, entre Africains, ça veut dire qu'on n'a rien compris. On n'a rien compris. Et on ne peut pas bâtir les pays africains avec ça, avec des éternels soumis à la France qui, dès qu'on leur a donné leur petit confort, ils vendent leur pays moins cher. Parce qu'ils estiment eux-mêmes que leurs propres concitoyens, ce n'est que de simples indigènes non évolués. Mais c'est une mentalité qu'on a mis dans nos têtes depuis avant les indépendances. Et je ne sais pas si vous savez qu'il y avait des indigènes évolués et des indigènes non évolués. On vous donnait une carte d'identité. Passeport, on avait écrit là indigène évolué. Et les autres étaient des indigènes non évolués, quasi assimilables au bétail. Et c'est resté dans nos têtes. On a du mal à respecter nos propres concitoyens. Donc, il faudrait que nos mentalités changent. Et là, c'est plutôt le panafricaniste qui parle. On ne peut pas continuer ça. Il faut, à un certain moment, pouvoir laisser les forces politiques d'un pays s'exprimer, les intelligences du pays s'exprimer et laisser que ceux que le peuple a choisi, c'est ça la démocratie, se présentent aux élections, gagnent les élections, dirigent le pays et que le peuple décide de leurs compétences ou de leurs incompétences en les sanctionnant par les urnes. Je sors par là. Merci à vous, merci Monsieur Atangana pour ce commentaire autour de cette actualité. Nous allons donc définitivement y sortir peut-être en une minute avec vous à la suite des co-débatteurs ici, maître. Peut-être en une minute pour sortir, peut-être un dernier mot. Alors ce que nous pouvons dire, c'est que c'est un incident regrettable. Nous espérons que nos autorités, la police, la gendarmerie, les autorités compétentes nous permettront de situer, de déterminer les causes de cet accident parce que dans cette période, dans cet environnement, il n'est pas bon que de tels faits, notamment en ce qui concerne un parti d'opposition, en ce qui concerne un leader politique qui lui-même aujourd'hui continue d'être sous le feu de sanctions du gouvernement en place, du régime en place, il n'est pas bon que de tels faits restent flous. Il faut donc que le pouvoir en place puisse situer donc les responsabilités, déterminer les causes de cet accident. De cette explosion, est-elle accidentelle ou est-elle criminelle? L'enquête nous permettra de le situer, mais nous, en ce qui nous concerne, nous n'excluons rien. Le contexte actuel nous appelle à beaucoup de vigilance.
et nous attendons donc les résultats. En tout état de cause, nous restons déterminés, nous continuons notre combat, comme je l'ai dit, pour une Côte d'Ivoire d'égalité, de justice et de démocratie. Merci. C'est nous qui vous remercions, Maître Ouraga. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Merci d'avoir accepté cette invitation sur For You Media Africa et de nous avoir apporté ces différentes informations. On va suivre cette actualité, bien sûr, de près. Et lorsque nous aurons encore plus d'éléments, pourquoi pas les résultats d'enquête, nous y reviendrons sur ce plateau. Eh bien, chers téléspectateurs, nous fermons dans cette page consacrée à l'actualité, bien sûr, en Côte d'Ivoire, autour de cette explosion. Bien sûr, devant le siège du COGEP, nous allons passer bien sûr à la suite du débat après cette courte transition. Une plainte contre X déposée par le président français Emmanuel Macron, eh bien, cela concerne cette œuvre, on va le dire comme ça, qui représente le président français décapité, l'œuvre bien sûr du côté de Guadeloupe. Si la réalisation peut nous afficher bien sûr cette œuvre, eh bien, le président français a donc déposé cette plainte du côté de Guadeloupe après l'exposition de cette œuvre qu'il représente en tête décapitée. Selon la procureure de la République de Pointe-à-Pitre, eh bien, elle a indiqué qu'un juge d'instruction a été saisi, confirmant ainsi des informations diffusées, bien sûr, à travers les différents médias locaux. La réalisation, si on peut avoir l'image, effectivement, de cette œuvre, avant de passer la parole à nos invités. L'œuvre en question montre donc un homme, comme vous pouvez le voir, tenant la tête coupée du président français Emmanuel Macron. C'est beaucoup l'ont qualifié d'assez choquante, mais voilà, qui a été brandie en l'air, et elle faisait donc partie d'une exposition intitulée « Exposé au chlordécone » installée au Centre des Arts de Pointe-à-Pitre. Alors, qu'est-ce que cela signifie ? Qu'est-ce que cela pourrait peut-être expliquer ou dire, laisser l'exposition de cette œuvre, effectivement? Quel est le message que cela renvoie? Monsieur Aïssi, je commence avec vous pour le commentaire. De quoi s'agit-il, Madame Siké? Oui. Il s'agit de ce que les Guadeloupéens et les Martiniquais ont appelé le scandale à la chlordécone. Oui. Le chlordécone, c'est un pesticide ultra toxique qui a été utilisé dans les plantations de bananeraies par les exploitants, n'est-ce pas, de la métropole, qui exploitent justement des hectares de plantations de bananeraies de ce côté-là, entre 1972, je crois, jusqu'à la fin des années 1982. Jusqu'à la fin des années 90, je crois jusqu'en 94. Donc c'était un pesticide qui est ultra toxique, qui a été utilisé justement dans le traitement des bananeraies. Et ce pesticide ultra toxique a pollué les sols, pollué le cours d'eau. Donc c'est un scandale à la fois environnemental et sanitaire, parce que les effets, n'est-ce pas, de ces pesticides ont impacté les oestrogènes, notamment, n'est-ce pas, la maternité de certaines femmes. Si vous voulez, il y a eu une explosion de cas de cancer dans ces deux îles françaises, la Martinique et la Guadeloupe. Alors, il y a les associations qui ont porté plainte, n'est-ce pas, qui ont saisi la justice française pour demander que justice soit rendue par rapport à ce crime à la fois environnemental et sanitaire. Naturellement, puisque nous sommes dans les territoires majoritairement peuplés de descendants d'esclaves, la justice française a donné un non-lieu à cette action publique engagée
initiée par les associations. Ok. Alors, l'œuvre en question, c'est donc un nom, le nom de cette œuvre d'art, c'est non-lieu. Pour justement protester, cette œuvre d'art consiste donc à protester pour les artistes réunis autour du collectif anti-résistant de Guadeloupe. Donc, il s'agit donc pour eux de contester, n'est-ce pas, la décision de la justice. Parce qu'ils estiment qu'il y a des choses, il y a des preuves évidentes, mais la justice, les juges estiment qu'ils doivent apporter un non-lieu dans cette affaire. Comme dans cette affaire, c'est un non-lieu parce qu'il n'existe pas d'éléments du point de vue judiciaire qui les conforte après une décision de condamnation. Oui. Justement, des criminels environnementaux et sanitaires. C'est donc un collectif d'une quarantaine d'artistes qui a organisé justement une exposition du côté de la Maison des Arts, qui a donc fait cette fresque montrant, présentant M. Macron la tête décapitée. Mais il faut dire, Madame Siké, que ce n'est pas la première fois que on dépeint M. Macron décapité. Souvenez-vous, il y a n'est-ce pas, le Charlie Hebdo qui a dépeint M. Macron décapité. Je crois que vous avez, l'année dernière, suivi la parade des Jeux Olympiques, n'est-ce pas, de Paris, où on a montré un Marie-Antoinette décapité. Oui. Ça n'a scandalisé personne. Bon, bref, il n'y a pas eu de plainte. Mais parce qu'il s'agit, monsieur, parce que Paris mène une politique néocoloniale du côté, dans les Antilles françaises, c'est pour ça donc que M. Macron saisit justement d'abord le commissariat, les instances judiciaires justement, pour poursuivre justement ces résistants. Il s'agit, pour nous, c'est des résistants. Parce que vous ne pouvez pas continuer à mener des politiques néocoloniales dans des pays qui sont considérés pour vous comme des colonies de peuplement. La France est présentée, et je veux dire, c'est fanfaronne, je veux dire, ses dirigeants la présentent comme étant un pays de démocratie où on est respectueux des droits de l'homme. Mais au travers de cette procédure de Macron contre ces artistes qui expriment leur révolte, nous constatons clairement, Madame Siké, qu'il y a entre le discours et les actes, la réalité sur le terrain, il y a absolument un creux, carrément un fossé. C'est-à-dire qu'on essaie de museler la liberté d'expression, on essaie de vouloir museler des citoyens qui revendiquent le droit. Le droit, n'est-ce pas, de vivre, le droit que leur environnement soit préservé. Je voudrais quand même vous rappeler, Madame Siké, que la fameuse chlordécone, qui est ce fameux pesticide, n'est-ce pas, ultra toxique, est proscrit à l'Union européenne. C'est proscrit. Elle est proscrite cette mais elle a été utilisée du côté de... Dans les bananeraies du côté de Guadeloupe, qui sont les territoires français, dans les territoires de Guadeloupe, de Martinique. Ce pesticide a donc été utilisé dans les plantations pour traiter les charançons. Tout à fait. Pour traiter les charançons. Malheureusement, nous avons également la même situation de ce côté, du côté du Cameroun. Par exemple, vous connaissez la route qui va du côté du Mongo, vous avez là une source Tanguy, un village qui s'appelle Tanguy, où vous avez une société camerounaise, justement, exploite de l'eau minérale. Vous avez donc des sols qui sont contaminés par l'usage excessif des pesticides. Justement, comme c'est dans le contexte camerounais, régulièrement, il nous est revenu des mêmes cas de pollution, n'est-ce pas, des nappes phréatiques, des mêmes cas, justement, des cas de cancer de ce côté-là. Mais comme nous sommes au Cameroun, on ne prend pas les choses au sérieux. Donc c'est la même situation pratiquement que nous retrouvons du côté de la Guadeloupe, du côté, n'est-ce pas, de la Martinique. Parce que c'est pratiquement la même société, la filiale de la même société qui exploite les bananes de Ndjambé, par exemple. Ok.
Merci à vous, Monsieur Aïchi, pour ce commentaire. Monsieur Atangana, cette plainte du président Macron, bien sûr, plainte contre X, hein, après, voilà, en ce qui concerne cette fresque qui a été présentée, exposée. On a vu la tête du président Macron, bien sûr, il a été décapité, on peut le voir, à travers cette œuvre. Et on est revenu sur les faits, les raisons, effectivement, de ce qu'on comprend derrière cet acte. C'est un acte de révolte, effectivement, de cette population qui semble, qui a l'impression de ne pas être écoutée. C'est un acte de dénonciation, bien sûr, contre le gouvernement ou alors les autorités françaises. Monsieur Atangana, votre analyse? Oui, c'est un peu surprenant. La première chose qui surprend, c'est que dans un pays qui consacre la liberté d'expression, qu'on s'en prenne à quelqu'un qui s'exprime, surtout qui s'exprime en tant qu'artiste sur une œuvre artistique, oui. Et ce moyen d'expression a toujours existé en France. C'est-à-dire qu'on va prendre la photo de quelqu'un, on va le décapiter ou on va le mettre... ça a toujours existé. Et c'est ça qui est surprenant. C'est vrai que la liberté d'expression est encadrée par un ensemble de lois, mais quand il y a ce qu'on appelle l'usage, comme en justice, il y a ce qu'on appelle la jurisprudence. C'est-à-dire que l'usage est tel que cette façon de s'exprimer est acceptée. Alors, la deuxième chose, c'est que ce n'est pas gratuit. En effet, évidemment, il y a eu l'utilisation dans ces pays des pesticides qui sont cancérigènes, qui ont été interdits aux États-Unis, je crois, en 1975, et puis ils sont restés tolérés, on ne savait pas très bien, on tergiversait. Voilà. Et là, on ne les a pas interdits. Et que ça produit... En pratique, on voit qu'il y a un taux de cancer de la prostate chez les hommes beaucoup plus élevé. Et je crois quand même qu'il y a lieu de laisser les gens s'exprimer par rapport à ce genre de choses. Même si on peut revenir sur la forme de l'expression, même rien de très original. Donc on a plus l'impression que, comme M. Albert Nator a dit, c'est une sorte de politique néocoloniale. C'est-à-dire qu'en fait, la liberté d'expression, c'est pour les Blancs. Mais à partir du moment où vous êtes noir, vous n'avez pas tellement le droit de vous exprimer. Un peu ce qui existait en France pendant la monarchie. On ne pouvait pas s'exprimer quand on était du tiers-état. On ne pouvait s'exprimer que quand on était de la noblesse, de l'aristocratie ou alors du clergé. Mais pourtant, le tiers-état, c'était 90% des populations de pauvres, d'illettrés et tout ça. C'est-à-dire qu'il y a encore cette dose de monarchie qu'on retrouve dans les institutions françaises. C'est quand même ahurissant qu'un chef de l'État porte plainte pour une expression, quelque chose qui a été fait par un artiste de surcroît et qui consacre une expression. Maintenant, on peut discuter sur la forme. Je sors par là. Merci à vous, Monsieur Atangana. Merci infiniment. Cette expression, on peut parler de... Voilà, oui, de dénonciation. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je voulais ajouter quelque chose pour dire que non. Écoutez, c'est trop facile, Madame Siké. D'accord. Je crois qu'il ne faut pas utiliser le double standard. Ok. Il faut également condamner l'indignation sélective. Ok. Tout à l'heure, j'ai pris 2 cas. Vous avez Charlie Hebdo qui a caricaturé Macron décapité. Nous sommes en 2023. Nous n'avons pas entendu qu'il y a eu une procédure engagée contre Charlie Hebdo. En 2024, lors des parades que nous avons connues, à la Seine, il a été présenté une fresque de Marie-Antoinette décapitée. Je crois que l'Élysée n'a pas expliqué ce que ça voulait dire. En réalité, j'ai le sentiment que nous sommes là dans une sorte de matraquage politique. Je voudrais quand même vous rappeler que lors des dernières consultations électorales, que ce soit Macron ou son parti, ils ont subi des difficultés du côté de la Guadeloupe. Et nous avons le sentiment là qu'ils voudraient vraiment régler ses comptes
politique, justement en engageant une action publique contre les artistes dans le cadre d'une affaire où sa population dénonce une justice partiale. Oui. C'est-à-dire, vous avez des faits qui sont probants. Les faits de contamination du sol, de destruction de l'environnement, du fait des pesticides, les faits sanitaires, c'est-à-dire le fait que l'usage des pesticides ultra toxiques a eu comme effet la prolifération des cas de cancer. Et vous avez donc une justice qui fait comprendre qu'il n'y a rien à voir. C'est un non-lieu. Il faut classer cette affaire-là. Ça nous renvoie, comme par hasard, à cette attitude arrogante et raciste, n'est-ce pas, de la politique française en Afrique. C'est important de le préciser. C'est-à-dire, ça me rappelle le cas des viols de l'armée française contre les enfants centrafricains, avec l'opération Sangaris. Cette affaire a été classée il y a eu un non-lieu dans cette affaire. Ça a été classé en France. Nous avons que la même situation du côté du Mali, où il a été clairement établi que l'armée française a commis des exactions. Il y a eu un non-lieu. Ce qui suppose donc que, quand il s'agit des peuples noirs, il n'y a pas de justice possible. Et nous avons le devoir et l'obligation, Madame Siké, de soutenir le combat des populations de la Guadeloupe. Nous avons le devoir de soutenir le combat des populations de la Martinique pour demander justice. Je pense qu'en plus de ce combat au niveau de l'art, il faut peut-être que les mêmes populations saisissent la fameuse Cour européenne des droits de l'homme. C'est ça qui est la question également. Il s'agit là d'une question qui touche les droits de l'homme. Ok. C'était important de préciser cet aspect-là. Merci à vous. Merci pour ces précisions, Monsieur Aïssi. Nous allons donc sans transition prendre le thème principal de ce matin. Avant d'aller au standard, on va permettre à nos invités d'analyser, du moins de dire un mot sur cette actualité du côté du Niger, où les autorités expulsent bien sûr la Croix-Rouge du pays. Eh bien, l'initiative aurait été bien sûr prise par le ministère des Affaires étrangères, mais en tout cas, les autorités du Niger n'en veulent plus sur leur territoire, selon dans cette note qui date du 31 janvier. Le gouvernement nigérien a annoncé donc l'abolition de l'accord de siège du Comité international de la Croix-Rouge et a ordonné la fermeture de ses bureaux au Niger ainsi que l'évacuation immédiate de son personnel étranger. Monsieur Atongana, sur cette actualité, la décision des autorités nigériennes, on se rend compte qu'au Niger, d'ailleurs comme dans les autres pays de l'AES, mais beaucoup plus au Niger quand même, il y a cette rupture de plus en plus accrue tout de même avec certaines institutions ou États qui symbolisent entre autres ce néo-colonialisme. Aujourd'hui, on touche bien sûr la Croix-Rouge, mais il faut également le rappeler que d'autres voix se lèvent et critiquent cette décision principalement contre la Croix-Rouge et mettent en avant la situation humanitaire du pays, estimant que la Croix-Rouge apporte beaucoup dans un pays tel que le Niger. Monsieur Atongana. Oui, je me souviens de Colin Powell. Colin Powell, c'était ce général américain qui nous avait dit qu'il y avait des armes de destruction massive en Irak, avant la destruction de l'Irak, qui s'exprimait au préalable, avant l'envahissement de l'Afghanistan, et qui s'exprimait devant les ONG. Et qui disait que les ONG sont un démultiplicateur de notre force. Oui. Une partie tellement importante de notre équipe combattante. C'est Colin Powell qui parle. Je ne fais que le citer. Très bien. Pour ceux qui se souviennent aussi, on se souvient que quand quand on va créer Médecins sans frontières en France par M. Kouchner, qui est devenu ministre après, Médecins sans frontières avait pour rôle officieux de convoyer des armes au Nigeria. Une ONG, exactement comme la Croix-Rouge.
Oui. Donc, les ONG ne sont pas et ne font pas rien que ce qu'elles affichent. Elles sont elles-mêmes rentrées dans des rôles et des postures troubles. C'est en raison de ça qu'il est logique et qu'il n'est pas surprenant de voir qu'un État se plaint d'ONG. Il n'y a pas que les ONG, il y a aussi les ambassades. Parce que vous savez qu'il y a les ambassades reçoivent ce qu'on peut recevoir, des choses par ce qui est souvent appelé valise diplomatique. Oui. Dans une valise diplomatique, les pays n'ont pas le droit d'ouvrir. Et en Afrique, les ambassades des pays impérialistes ont parfois véhiculé des armes, des munitions pour livrer à des manifestants locaux. Les ONG ont parfois fait ça. Le médecin le cas le plus frappant, je viens de le donner, c'était Médecins sans frontières, qui avait été créé pour la cause. Parce qu'on le crée pour ça. Donc on vient, on présente aux Nigériens, on disait, ils sont là pour apporter le secours, mais en fait, leur rôle est différent. Oui. Oui, mais ces gens-là, s'ils aimaient autant la nature humaine, comment se fait que dans leur propre pays, les Africains sont autant discriminés? Et ils vont les aimer sur les champs de guerre, alors que les ONG pouvaient s'arranger à ce que sur les champs de guerre, il n'y ait pas d'armes. Les ONG pouvaient faire pression aux États fabricants d'armes pour qu'il n'y ait pas d'armes. Donc les ONG utilisent souvent la couverture d'ONG pour passer les frontières sans contrôle. Parce que vous savez qu'en état de guerre, on surveille les frontières. C'est parfois leur rôle. Je n'ai pas dit toujours. Oui. Et même très souvent leur rôle. D'ailleurs, dans la tête des ONG, vous retrouvez souvent des personnages comme, pour donner un cas, Susan Ness, qui était présidente de l'Amnesty International. Une collaboratrice proche de Hillary Clinton. Et quand vous regardez dans toutes ces organisations internationales, vous trouvez des politiciens puissants, imposants aux États-Unis. Les ONG ne sont pas là pour assister les blessés. Le rôle d'assistance aux blessés est un rôle accessoire. Celui qui n'a pas compris ça, il fait exprès. Maintenant, on peut aussi rester des bénés, oui, des naïfs et dire oui, il y a un blessé, autant que quelqu'un aille y mettre des pansements. Chiche, pourquoi il n'envoie pas les médicaments à des infirmiers locaux? Pourquoi il faut que dans les ONG, qu'elles soient occidentales, que les gens qui y travaillent soient majoritairement des étrangers, des occidentaux et des blancs? Pourquoi ils ne disent pas, ok, d'accord, vous créez votre ONG dans votre pays, d'ailleurs ils le font de temps en temps, on connaît le cas au Cameroun, où on a les ONG à qui on donne de l'argent pour favoriser des pratiques qui ne sont pas des pratiques de coutume bantou. Parce qu'ils donnent de l'argent pour favoriser leurs pratiques. Il n'y a jamais eu envoyé l'argent à une ONG au Cameroun pour encourager la polygamie. Ouais, moi, je suis bantou, d'ailleurs que j'ai grandi entre des grands-mères, pas une grand-mère. Et je ne m'en porte pas beaucoup plus mal, au contraire. Comme ma propre grand-mère est décédée quand j'avais 4 ans, si mon grand-père n'avait pas été polygame, je n'aurais jamais connu ce que c'est qu'une grand-mère. Pourtant, j'ai connu l'amour d'une grand-mère qui n'a jamais eu d'enfant et qui était la coépouse de ma vraie grand-mère qui est décédée quand j'avais 4 ans. Vous voyez, moi, la polygamie ne m'ennuie pas. Enfin, si on réduit la polygamie, enfin, encore que... Très bien, je vais fermer cette parenthèse parce que ça risque d'ouvrir un autre débat. Donc, il y a moyen de faire autrement si vraiment leur souci n'est que assister les gens. Ils envoient les pansements, les médicaments à des locaux. Et ces locaux ont d'ailleurs remarqué qu'au Cameroun, notre administration territoriale se plaint de certaines ONG. Donc moi, c'est du prévisible ça. Parce que l'impérialiste, dès qu'il ne peut plus passer par les ambassades, il utilise les ONG. Et ils n'ont fait que ça dans toutes les guerres.
Et on fait toujours comme si on ne l'a pas constaté. Je vais sortir par là pour un premier jet. Merci beaucoup. Merci à vous, Monsieur Atangana. Voilà, ces ONG qui ne rassurent pas. Nous en parlions encore hier sur ce plateau, Monsieur Aïssi, sur le rôle justement de ces ONG à travers, on a vu ce rapport, ce scandale autour de l'UCED. Et voilà, il y a cette décision aujourd'hui du Niger, expulser la Croix-Rouge du pays. Cela pourrait s'expliquer effectivement par le fait que ces ONG aujourd'hui jouent véritablement un rôle trouble dans nos États et participent, certains, en tout cas pour certaines de ces ONG, à la déstabilisation des États africains. Écoutez, même par le passé, je crois que Henri Atangana tout à l'heure rappelé, notamment dans la guerre du Biafra, oui, où la France jouait un rôle trouble avec son ONG dénommé Médecins sans frontières, qui fourguait les armes aux rebelles pour combattre l'État central, tandis qu'il y avait des négociations, paraît-il, sur la table. Par derrière, le Médecins sans frontières fourguait les armes justement aux rebelles Biafra. Par le passé, mais tout simplement, aujourd'hui, nous avons l'impression que leur rôle, leur mission ont été dévoyés parce que par le passé, il n'y avait pas autant de médias, il n'y avait pas autant de vigilance, il n'y avait pas de... Oui. Aujourd'hui, nous avons affaire à des populations plus émancipées, plus éveillées, à une jeunesse plus éveillée, à des élites un peu plus regardantes. Il y a une prolifération des médias, y compris des médias alternatifs. Donc aujourd'hui, on est un peu plus regardant sur le véritable rôle n'est-ce pas, des ONG, qui, dans le contexte, par exemple, de la famine en Éthiopie, ont joué un rôle très pernicieux. Très pernicieux, c'est pourtant le dire où il y a eu plein de maïs à bas d'OGM qui avait été balancé aux populations éthiopiennes, entre autres. Vous avez la Croix-Rouge qui a joué un rôle très pernicieux du côté de l'Irak. Oui. Vous avez la Croix-Rouge qui a joué un rôle très pernicieux également dans le Biafra. Dans le contexte camerounais, il n'y a pas très longtemps, je crois il y a 2-3 ans, il a été retrouvé dans l'ambulance de Médecins sans frontières, des combattants séparatistes, comme on les appelait, qui étaient acheminés vers un hôpital alors qu'ils n'étaient pas blessés et disposant d'armes à feu, d'armes de guerre. Dès lors que des ONG deviennent, j'ai envie de dire, des relais d'opération sous couverture, ça devient un problème, surtout dans le contexte actuel. Parce que vous allez constater qu'il y a une sorte de prolifération, autant où il y a une sorte de prolifération, d'abord des missions de maintien de la paix sur le continent africain. Vous allez vous demander pourquoi. Ce n'est que sur le continent africain, il y a une sorte de prolifération des missions de maintien de la paix de l'ONU. Vous en avez également une prolifération d'espaces d'activité d'ONG, d'espaces internationaux. Ça cache quoi? Est-ce parce que l'Afrique, c'est le continent qui a le plus de problèmes sur la Terre, ou bien parce que c'est le continent qui a le plus de malades, le plus de personnes, de populations affamées? Vous ne comprenez que dalle. En réalité, il s'agit, tout à l'heure, Henri se pose justement la question de savoir, mais si il est question de mener j'ai envie de dire, des missions humanitaires, ça peut passer par des relais locaux. C'est-à-dire, si vous voulez, n'est-ce pas, envoyer des médicaments à un pays, vous passez par des relais locaux. Bien sûr. Par des relais locaux. Vous n'avez pas nous dit que sur le continent africain, il n'existait pas de médecins compétents, qu'il n'existait pas sur le continent africain des infirmiers, ou des infirmières, ou des aides-soignants, ou des sages-femmes. On en a sur le continent africain. La preuve, c'est que vous avez une prolifération d'Africains qui, n'est-ce pas, qui exercent chez eux. Je parle du point de vue de la médecine. Tout à fait. Alors, si vous avez donc plein de médecins africains chez vous, plein d'infirmiers africains chez vous, plein de sages-femmes africains chez vous, que vous ne formez pas, mais qui sont formés sur le continent africain, mais ça veut dire qu'il y a de la matière, il y a de la ressource sur le continent africain. Vous envoyez tout simplement les dons à caractère humanitaire. Sur le continent africain, il y a des relais. Certainement, ils vont nous opposer que non, ces dons vont prendre une autre direction. Mais ça, c'est à voir. Et en plus, leur personnel a un statut de volontaire
ou alors des bénévoles. Mais alors que ces gens sont bien payés. Troisième chose, Madame Siké, qui paye? Je veux dire, qui sont j'ai envie de dire, les financiers de ces ONG? Oui. CICR, le Croissant Rouge et consorts. Qui en sont les financiers? Sur leur page, soit Internet, sur Internet, soit sur les différentes pages, n'est-ce pas, notamment Facebook, ils vous disent qu'ils vivent, n'est-ce pas, des donations, n'est-ce pas, des legs et des dons. Mais en réalité, ce qu'on ne vous dit pas, c'est que derrière leurs bienfaiteurs, vous avez des personnes qui sont impliquées, des donateurs qui sont impliqués dans des activités criminelles, notamment les déforestations, des trafics de drogue, des guerres, de trafic d'armes, des destructions de la nature, entre autres, vous en avez. Mais ils ne vous diront jamais ça. Ils ne vous diront jamais que vous avez derrière leurs donateurs des individus qui ont des projets de réduction de la population mondiale et finalement qui contrôlent, puisque nous parlons par exemple des médicaments, qui contrôlent les médicaments qui sont fournis dans différents théâtres d'opération. Personne. Nous avons connu la même situation lors du Covid-19. Tout à fait. Où vous aviez des molécules dont justement la fiabilité était questionnable. Les molécules qui étaient différentes de celles utilisées par exemple dans l'espace européen. Oui. Nous en avons connu sur le continent africain, les molécules qui étaient différentes de celles utilisées dans l'espace européen. Pourquoi? Bon, on va vous dire que certainement en Afrique, nous n'avons pas les mêmes constitutions, les gènes, nous avons les gènes différents de celles, n'est-ce pas, de ceux de l'Écoderme. Bon, ça, encore qu'il faut-il le prouver scientifiquement. Donc, c'est pour vous dire qu'en réalité, dans le contexte actuel, mais pas seulement. Oui. Je vais revenir sur ce que je disais hier. Que le continent africain ne doit pas être ce territoire où on vit des aides, où on vit de l'assistance humanitaire, où on vit, n'est-ce pas, de la bonne charité des impérialistes. Non. Le continent africain a tout. Vous avez encore des forêts vierges sur le continent africain. Oui. Mais ce qui est quand même paradoxal, c'est que c'est sur le continent africain qu'ils viennent chercher de la matière première pour fabriquer des médicaments chez ceux qui nous revendent cher et qui nous reviennent sous forme de dons. Alors que sur le continent africain, nous avons des gouvernements qui n'investissent pas dans le secteur de la santé. C'est ça aussi le problème. Dans le contexte camerounais, quel est le budget alloué au ministère de la Recherche et de l'Innovation? Je crois que c'est moins de 40 milliards, je crois. Alors que c'est important, la recherche, parce que c'est la recherche qui porte l'économie d'un pays, c'est-à-dire les projets de développement d'un pays, c'est la recherche. Ce sont ailleurs, je parle sur le contrôle d'Henri Athéna, qui vit dans un autre environnement, ce sont des travaux des universitaires qui contribuent à l'émergence à la fois économique et financière d'un État. C'est au travers de ces travaux-là que l'État finance et crée les richesses. Mais dans le contexte africain, j'ai le sentiment qu'on envoie les enfants à l'université pour faire autre chose, pour devenir des fonctionnaires, pour devenir certainement les importateurs, n'est-ce pas, des produits qui sont fabriqués ailleurs, pour devenir, j'ai envie de dire, des acteurs du secteur informel. Mais alors que vous avez sur le continent africain de la matière des ressources humaines. Mais ce qui pose problème justement, c'est deux choses. Les questions de vision. Parce que la plupart des gens n'ont pas la vision. En plus, vous avez, en plus de cela, les gens qui n'ont pas de vision, les problèmes de politique et de gouvernance. C'est ça qui est la question. Donc nous pensons que dans le contexte africain, il faut qu'on s'affranchisse des complexes qui veulent qu'on soit constamment assisté par l'aide humanitaire internationale, par, n'est-ce pas, l'aide financière du FMI, de la Banque mondiale, du Club de Londres ou de Paris, qu'on bénéficie de l'aide chinoise, de l'aide américaine. Derrière, c'est quoi le contrepartie?
C'est quoi la contrepartie derrière à travers toutes ces aides? On rappelle que nous avons donc ouvert le standard. On peut déjà peut-être y aller avant. Nous allons rappeler les codes d'accès pour ceux qui souhaitent participer en direct à cette émission, soit par appel direct ou tout simplement appel WhatsApp. Vous pouvez nous avoir via le plus 237 683 20 96 61 ou encore le plus 237 693 58 96 68. Vous pouvez bien sûr appeler pour participer à cette émission avant peut-être de poursuivre au standard pour prendre l'autre téléspectateur. On rappelle que la Croix-Rouge bien sûr est installée du côté du Niger depuis déjà plusieurs années. D'ailleurs, je peux dire les autorités ou alors les responsables justement de la Croix-Rouge soulignent qu'ils sont présents, du moins l'organisation est présente au Niger depuis 1990 et qu'ils disposent de bureaux bien sûr dans plusieurs villes ou régions de ce côté-là. L'organisation déclare avoir fourni des services médicaux à 121 236 victimes de conflits armés au cours de l'année écoulée, donc en 2024, donc plus de 121 000 victimes de conflits armés ont bénéficié des services de la Croix-Rouge. Monsieur Atangana, est-ce que aujourd'hui cette rupture, est-ce qu'on a on peut lire dans la démarche des autorités du Niger, effectivement, la prise de certaines dispositions pour remplacer, peut-être le manquement lorsque on constate que ces États, auparavant, bien sûr, comme l'a dit M. Aïssi, il y a une réelle dépendance de nos États, des États africains, vis-à-vis des États occidentaux, et ce, dans des secteurs assez cruciaux quand même. On a parlé hier de l'éducation, la santé, entre autres, mais aujourd'hui, la démarche des autorités nigériennes garantit-elle effectivement du moins permettra-t-elle de combler ce vide, si on peut l'appeler ainsi, après le départ de toutes ces ONG ou alors institutions? En réalité, la première chose que je vais faire remarquer, c'est que les gens pensent que cette dépendance est une dépendance hasardeuse. Oui. Et l'une des premières erreurs que l'Africain fait, il ne sait pas qu'on crée la dépendance du point de vue géostratégique pour te lier à la personne. Oui. À ce moment, quand vous êtes dépendant de quelqu'un, vous avez une contrainte vis-à-vis de cette personne et vous ne pouvez pas vous échapper. L'une des premières dépendances qu'on a créées, c'est la dépendance militaire. Là, je veux vraiment que les gens comprennent comment ça fonctionne. C'est-à-dire qu'après les indépendances, ils nous ont dit très gentiment, vous n'avez pas d'armée, nous allons vous aider en cas d'agression. Mais beaucoup de politiciens africains à ce moment ne comprenaient pas que ça va nous rendre faibles, nous ne développerons pas d'armée, oui, et nous allons être dépendants d'eux, incapables de les chasser. Et vous avez vu qu'on a eu du mal, et qu'on a beaucoup de mal, et qu'un demi-siècle après, ils sont là. Ils financent le terrorisme, ils financent voilà, on n'a pas de souveraineté. Parce que beaucoup de dirigeants à l'époque n'avaient pas conscience de la dualité, enfin peut-être pas la dualité, en tout cas de la relation étroite entre une armée et la souveraineté. Tous les États du monde ont une armée. Nous aimerions vivre dans un monde où il n'y a pas d'armée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'agression d'un État vis-à-vis d'un autre. Malheureusement, les faits sont que quand vous êtes un pays qui n'a pas d'armée, un autre va vous agresser. Mais ce n'est pas les histoires du Moyen Âge. Hein.
c'est en train de se passer en République démocratique du Congo. Oui. Actuellement. Vous ne pouvez pas prétendre être un chef d'État moderne et ne pas développer votre armée. C'est un critère de souveraineté. Donc, ils ont donc créé les dépendances, mais ils ont aussi même créé des dépendances alimentaires, des dépendances en médicaments. Vous ne fabriquez pas de médicaments? Non, mais n'en fabriquez pas. Nous allons en fabriquer pour vous, au point où même de simples aspirines que n'importe quel chimiste peut synthétiser dans un laboratoire, je parle bien d'aspirine. C'est un exercice qu'on trouve d'ailleurs dans les écoles d'ingénieurs en laboratoire de chimie. En première année, ou dans une école d'ingénieurs, vous savez qu'en première année, c'est un peu un tronc commun, où on fait un peu tout en tronc commun, un peu de chimie, un peu de physique, un peu d'électromécanique, un peu d'électricité, un peu d'architecture, pour tout le monde, de façon basique. Donc, même cette aspirine, on ne la fabrique pas. Même le paracétamol, on ne le fabrique pas. On ne fabrique pratiquement rien. C'est un gros sujet que vous abordez là, parce que vous allez trouver la relation étroite entre l'économie et la souveraineté. Oui. Alors, quand vous êtes naïf, vous allez dire, ils vont vous dire, ah non, vous êtes nos amis, nous fabriquons ça chez nous. Mais vous allez acheter. Nous nous sommes alors retrouvés ce qu'ils ont appelé des républiques bananières. C'est-à-dire, on cultive des bananes, on leur vend, et l'argent qu'on reçoit, on leur redonne pour acheter même le blé pour faire du pain. C'est parce que vous vous rendez compte, nous sommes en plein équatorial, c'est-à-dire les terres les plus fertiles du monde. Oui. Mais nous achetons de l'alimenter, des produits issus de l'agriculture. C'est nous qui devrons alimenter le monde entier. Parce que pour eux, l'agriculture est un secteur économique qui donne de l'emploi. Et ils maintiennent leur agriculture. Et comme ils cultivent le blé, ils ne veulent pas qu'on en cultive. Et vous croyez que je vous raconte des conneries? Allez demander les programmes Sodeblé 1 et Sodeblé 2 qu'on avait lancés à l'époque d'Aïdjo. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Pourquoi ils ont été torpillés? Et par qui? La connerie était de prendre des programmes comme celle-là. On les a confiés à la société Grand Moulin de Paris qui, elle, produisait la farine de blé. C'est exactement comme on a confié à Total Elf la création de la Sonara pour raffiner du pétrole, alors que Elf nous produisait en matière pétrolière raffinée depuis le Gabon. En fait, on demandait à Elf de se tirer une balle dans la tête, et c'est eux qui ont eu le projet. Parce qu'on n'avait pas d'ingénieurs capables de suivre un projet comme celui-là. Mais personne ne parle jamais de Elf, Total Elf. Hein. Quand on voit les échecs de la Sonara, incapables de nous donner les produits pétroliers de base. On les importe. Et ça a été torpillé exprès pour qu'on ne soit pas capable de produire nos propres produits pétroliers. Et comme on avait à l'époque des dirigeants qui sortaient des indépendances, donc il y a tout ça. Et vous vous retrouvez alors dans cette situation où, quand vous voulez, je pourrais rester toute la journée à vous donner des exemples. Hein. Je peux dire toute la journée. On envoie M. Bolloré venir faire des plantations chez nous. Chez nous. Monsieur Bolloré, vous voulez m'apprendre à moi, petit-fils d'agriculteur, comment faire une plantation? Il gagne des milliards, il couvre le Cameroun de pesticides, ce que j'ai dit est dans les journaux, hein, dont il n'y a pas dans les journaux. Oui. Et on indemnise quelques familles riveraines après avoir pollué les sols. À 15 000 € par personne. Des gens qui s'en sortent avec des cancers de la prostate. C'est dans les journaux tout ce que je dis. Vous vous souvenez de l'affaire Bolloré avec les plantations, les bananeraies et les palmeraies, avec les mêmes pesticides dont on venait de parler en l'entame là. C'est arrivé au Cameroun, c'est arrivé au Congo. On crée donc une dépendance. Et dès que vous dépendez de quelqu'un, il devient votre maître. Tenez, je vais vous donner un autre exemple qui va vous surprendre. Pourquoi les États-Unis ne voulaient pas que l'Europe dépende de la Russie en matière d'hydrocarbures, en matière d'énergie? Ah oui, c'est le même topo. Donc ne croyez pas que c'est seulement parce que c'est le même topo. Hein. Et ils ont explosé Nord Stream. Parce que les États-Unis voyaient déjà cette grosse dépendance de l'énergie de l'Europe vis-à-vis de la Russie. À ce moment, ils ne pouvaient plus contrôler l'Europe occidentale. Et l'Europe occidentale allait dire, ah oui, mais si
si je coupe les relations avec la Russie, voilà, moi j'ai plus d'énergie. Et c'est ce qui s'est passé. Ils sont allés acheter le pétrole, l'énergie plus chère aux États-Unis. Et Trump menace, si vous ne venez pas acheter chez moi plus cher, moi j'augmente les frais de douane de vos produits. On appelle ça la guerre économique. Et nous, Africains, on n'a pas toujours le regard, il nous manque le leadership capable d'avoir cette vue globale. C'est ça qui se passe là au Niger. Je reviens sur le problème. C'est pour vous dire qu'à un certain moment, on vous explique que si vous les faites partir, vous risquez de mourir. Mais Madame Siké, nous sommes un peuple qui a vécu en Afrique des siècles avant eux. On a survécu sans leurs aspirines. Ils veulent nous expliquer aujourd'hui que s'ils ne donnent pas des aspirines, s'ils ne viennent pas nous faire des pansements, on va être exterminés. Alors que nos exterminations majeures, depuis des siècles, sont de leur fait. Nos exterminations majeures, les exterminations majeures en Afrique, depuis des siècles, sont des faits de ceux, après avoir déporté mes grands-parents, avoir mis dans les camps de concentration au Cameroun, après avoir versé le napalm, après avoir esclavagisé, tu m'expliques que tu m'apportes le paracétamol. Et que si je te dis de partir, le paracétamol que tu m'apportes, je ne l'aurai plus. À ce moment, j'ai vraiment l'impression que tu te moques de moi. J'ai l'impression que tu me prends pour un crétin. Je veux même encore que tu me prennes pour un crétin, mais là, tu me le dis. Je sors par là. Merci à vous, Monsieur Henri Atangana. Merci beaucoup pour ces explications. Nous allons donc aller au standard et prendre Monsieur Marc qui nous appelle de la France. Bonjour, Monsieur Marc et bienvenue. Madame Siké, je voudrais dire bonjour à tous les auditeurs de Forum Média et dire bonjour à M. Atangana et M. Anatole ici pour en tout cas leur développement et leurs analyses. Vraiment, c'est désolant de voir que après plusieurs siècles que nous sommes dans ce siècle du 21e et que l'Afrique est toujours en train de balbutier, de se chercher, que nous voyons vraiment la technologie avancer dans le monde et que nous ne formons pas d'ingénieurs capables de pouvoir sortir de l'Afrique du sous-développement et que nous puissions développer la technologie. Moi, je crois que ceux qui nous ont colonisés ne nous ont pas fait un transfert de technologie. Nous pourrons aller chercher cela ailleurs. Les Chinois se sont battus. Aujourd'hui, ils sont devenus une des plus grandes usines du monde. L'Afrique, c'est un continent de 34 millions de kilomètres carrés. Nous pouvons quand même aujourd'hui chercher à développer. Quand j'ai vu le jeune ingénieur, je crois, zambien ou ougandais, là, qui est en train de faire une voiture sans hydrocarbures, et que nous pouvons quand même développer cela. Moi, je crois que nos organisations en Afrique comme l'Union africaine doivent en tout cas avoir une cellule pour que nous puissions avoir beaucoup d'ingénieurs sur le continent. Combien d'ingénieurs l'Afrique forme sur 34 millions de kilomètres carrés? Des ingénieurs d'expérience ou bien des ingénieurs de fabrication? Est-ce que nous en fabriquons? Non. Nos ingénieurs que nous avons, ce sont des ingénieurs seulement de service. Ils n'ont pas de brevets, ils n'ont rien. Et combien de brevets nous avons comme brevets de fabrication en Afrique? Rien du tout. Peut-être un minime. Alors aujourd'hui, où nous sommes, nous devons développer la technologie, c'est-à-dire avoir de bons mathématiciens. C'est pas parce que nous sommes, les Africains sont quand même des gens qui sont nuls. Hein. Non. Nous sommes des grands mathématiciens. La mathématique a été maîtrisée en Afrique. Et c'est de là-bas qu'ils sont allés prendre, en tout cas, les idées mathématiques, comme les Thalès, les Pythagore, tout ça. Ils ont pris tout cela pour faire ce qu'ils font aujourd'hui. Mais pourquoi aujourd'hui nous sommes là à balbutier, à parler, à faire... Il faut que nos enfants maîtrisent les maths.
et maîtrisent la technologie. C'est ça le problème. S'ils ne veulent pas nous transmettre, c'est-à-dire faire un transfert, on sait où partir pour faire le transfert. Les Russes sont là, les Chinois sont là. Nous pouvons aller faire ces genres de transferts. L'Iran l'a fait. Aujourd'hui, tout le monde, tous ces gens-là, les Occidentaux, ont peur de l'Iran parce que l'Iran a cherché à former plusieurs ingénieurs. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'ingénieurs qui sont formés en Iran. Et l'Iran est devenu un pays de technologie. C'est pour cela qu'il est combattu. Et nous, en Afrique, qu'est-ce que nous faisons? Nous ne pouvons même pas fabriquer même une seule arme en Afrique noire, si ce n'est pas peut-être l'Afrique du Sud. Mais développons, même si nous ne pouvons pas faire autre chose, mais développons, je veux dire quoi, la technologie de l'armerie. Il faut le faire. Oui. Et puis, la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que d'une manière, sur le plan pharmaceutique, mais nous pouvons quand même le faire. Notre continent n'était pas un continent où nous n'avons pas, en tout cas, des plantes capables de pouvoir nous soigner. Pourquoi ces petites molécules que les gens mettent de côté pour l'enfermer dans des farines de blé qu'on appelle des comprimés, que à chaque fois, il va falloir que nous partons dans les usines pour aller, en tout cas, faire ce qu'on appelle la mendicité et l'avoir. Et que c'est eux qui nous emmènent ça sur le continent. Or, nous pouvons isoler des substances sur le plan médicinal en Afrique pour pouvoir faire la même chose. Nous avons développé déjà la pharmacopée, mais passons maintenant à la pharmacie au lieu de la pharmacopée. Et c'est cela qu'il faut le faire, mais nous devons isoler aujourd'hui, mettre de côté nos grands pharmaciens qui se forment dans d'autres écoles, aller à une formation pour être pharmacien. Déjà, c'est une base. Maintenant, à vous maintenant de trouver des brevets capables de pouvoir faire des médicaments. C'est ce qu'on vous demande. Mais ils sont dans des pharmacies, ils s'en vont commander des médicaments ailleurs, au lieu qu'eux-mêmes puissent former, puissent même faire cela sur le continent. Même simple alcool, il va falloir qu'ils commandent. Ils ne peuvent même pas fabriquer sur le continent. Mais c'est quoi ce continent-là où aujourd'hui l'Union africaine est devenue amorphe? Toutes les organisations qui sont autour sont devenues amorphes. Pour parler du Niger, je voudrais terminer par là. Les ONG qui vont sur le continent sont des ONG à 50% des mercenaires et peut-être même à 50% même que je peux dire des agents secrets des Occidentaux. Nous devons fermer tous les ONG en Afrique. Et le Niger fait bien de fermer cette ONG qu'on appelle Croix-Rouge. En Côte d'Ivoire, la Croix-Rouge et tout ça, vous voyez ce qu'ils ont fait pendant la guerre de 2011. Mais c'est eux qui transportaient, en tout cas, les mercenaires partout pour massacrer les Ivoiriens. Ce qu'ils font au Congo, la même chose. Ce qu'ils font, en tout cas dans d'autres parties du monde, c'est la même chose. Même au Nozo, c'est la même chose. Vous êtes au courant. Donc, en tout ça, les ONG, il faut les former, il faut les fermer. Moi, je suis sur le continent européen. Moi, je ne donne jamais de l'argent à ces gens de l'ONG. Jamais. Non. Souvent même, je discute avec eux. Je leur dis que votre ONG que vous avez là, voilà ce qu'il a fait en Afrique. Moi, je ne peux pas vous donner de l'argent pour ça. Parce que dès que je vous donne quelque chose, ça veut dire que vous partez, en tout cas, assassiner mes frères. Donc, je ne peux pas vous en donner. Quelquefois, il dit non, ce n'est pas ça. Je dis non. Moi, je trouve que vous n'êtes pas vraiment des gens à qui on peut avoir confiance. Voilà. Donc, ça ne fait que, qu'on appelle, contribuer à ce que je dis d'habitude. Et si beaucoup d'Ivoiriens, je dis beaucoup d'Ivoiriens ou bien beaucoup d'Africains comprennent cette situation de cette manière, parce que moi, je suis la Côte d'Ivoire, beaucoup d'Africains comprennent, en tout cas de cette manière. Moi, je crois que chaque Africain sera prêt à ne pas contribuer à ce genre de choses et ne pas croire à ces ONG. Les ONG sont des bases militaires, en même temps des bases d'infiltration des agents
secret en Afrique. Ça, il faut que les gens puissent savoir ça. Tant qu'un Africain soit ignorant sur cette histoire, mais on sera toujours infiltré et il y aura toujours la guerre qui va se propager en Afrique. C'est là que je voulais m'arrêter. Je voudrais vous dire vraiment merci pour votre émission. Et en tout cas, je suis à votre écoute. Merci beaucoup, madame. Merci également à vous, monsieur Marc. Merci. On va aller au Bénin et accueillir monsieur Anatole Jean depuis justement le Bénin. Allô? 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 Allô, monsieur Anatole en ligne. Oui, monsieur Anatole. Merci également à vous, monsieur Marc. Merci. On va aller au Bénin. Merci. Bonjour. Bonjour, monsieur Anatole. Allô, bonjour. Allô? Monsieur Anatole, ne vous réécoutez pas, s'il vous plaît. Ne vous réécoutez pas. Baissez le volume de votre téléviseur. Vous êtes déjà en direct. Ok, merci, madame la directrice. Madame Siké, bonjour. Bonjour. Merci. Je salue la bravoure de madame Siké, l'Amazone de l'Afrique. Oui, je salue madame Siké, l'Amazone de l'Afrique, pour tout ce que vous faites sur For You Media. Et je passe par ce canal pour remercier mon collègue qui vient de passer tout à l'heure. Il a tout dit. Il a tout dit. Parce que vraiment, les mots me manquent pour apprécier Madame Siké, parce que avec sa management, elle a l'habitude d'identifier les grands consultants politiques de l'Afrique pour toucher les doigts la réalité de toutes nos difficultés et de tout ce qui se passe en Afrique. Je salue cette bravoure pour la dame. For You Media, je vous remercie pour tout ce que vous faites. Donc, de l'autre côté, je reviens au Niger pour le président Tiani. C'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui de faire tout ce qu'il est en train de faire pour le développement du Niger. Il faut saluer la bravoure du président nigérien pour pouvoir dégager ces brebis galeux là qui traînent le développement de l'Afrique. Et je prie beaucoup pour For You Media et je prie pour tout le personnel du For You Media pour tout ce qu'ils font. Et je prie toujours pour vous, pour que vous cherchiez toujours les réalités. Vous touchez les doigts à la vérité de tout ce que nous vivons en Afrique pour nous partager l'information. La communication est à la base de tout. Pour que nous, les pauvres, dans les coins et les recoins de l'Afrique, nous saurons tout ce qui se passe. Je vous remercie et que Dieu vous bénisse. Merci à vous, monsieur Anatole Jean. C'est nous qui vous remercions d'avoir pris ce temps et cette peine de nous appeler ce matin depuis le Bénin. Merci infiniment et surtout merci pour vos prières et vos encouragements qui, bien sûr, nous vont droit au cœur. Merci infiniment, monsieur Anatole. Nous restons au standard pour prendre notre téléspectateur très rapidement. Allô? Bonjour Madame Siké, et bonjour à vos invités et bonjour aussi à l'équipe infatigable, à l'équipe technique infatigable, c'est Shams de l'Angleterre. Et juste pour les thématiques de ce matin, je voudrais ajouter que vous voyez, une chose est vraiment surprenante. Quand ces organisations viennent chez nous, ils enregistrent, ils prennent toujours les données. Et on sait bien que les données sont très importantes. Considérez-vous que pourquoi l'Amérique fait les problèmes avec TikTok? C'est parce qu'ils disent que les Chinois ont accès à leurs données et autre chose. Mais la Croix-Rouge nigérienne, s'ils viennent soigner les gens, combien de personnes ils soignent? Ils ont dit 120 et quelques mille. Et s'ils ont tous ces données-là de ces gens, données médicales, données les informations sur ces personnes, qu'est-ce qu'ils vont en faire de ça? Et moi, personnellement, je vous dis qu'ici en Angleterre, je fais le bénévolat avec la Croix-Rouge britannique, mais chaque fois, ils s'assurent que les données des gens qu'ils prennent sont disposées après. Et pour vous dire,
franchement, ce qu'ils font ici, c'est complètement différent de chez nous. Parce que là-bas, même le service de mobilité, par exemple, les wheelchairs, là, les chaises roulantes, ils ont coupé ça. Ils s'occupent seulement maintenant des réfugiés. C'est tout. Et comment ils font ça? C'est pour prendre les données des gens, du pays où ils viennent et de certaines informations. Donc, franchement, je pense que mon général, son Excellence Tchani, avait bien fait pour ça. Je ne dis pas que ils sont toujours là pour essayer de nuire au pays africain. Non. Je consens bien qu'on travaille main en main. S'ils ont des aides, qu'ils donnent ça à des organisations. Je connais beaucoup d'organisations au Niger. Je peux en donner plusieurs qui peuvent vraiment faire le boulot de la Croix-Rouge. Et ils sont en train de le faire, mais ils n'ont pas les moyens. Parce qu'on ne leur donne pas les moyens, on ne leur donne pas l'opportunité. On valorise des organisations étrangères qui se disent neutres. D'ailleurs, l'une des valeurs, one of the values, ou une des valeurs de la Croix-Rouge, ils se disent neutres. Mais ça, ils n'ont jamais été neutres en Afrique. Parce que tous les données qu'ils prennent de chez nous, qu'est-ce qu'ils font de ça? Vraiment, c'est quelque chose à réfléchir dessus. Merci beaucoup. Je ne veux pas prendre trop la parole. Bonne journée à vous. Bon début de week-end. Merci beaucoup encore. C'est Chance de l'Angleterre. Bye bye. Merci à vous, Chance, depuis l'Angleterre. Merci infiniment de nous avoir appelés ce matin. Je pense qu'on... Est-ce que c'est possible de prendre un dernier... Oui, on va prendre un dernier téléspectateur. Allô? Bonjour, Madame Manuela. Bonjour. Et bonjour à Trip A et à tout votre panel. Mais concernant ces ONG-là, vous savez, ces organisations dites non gouvernementales, c'est leur histoire de philanthropie qu'ils font en Afrique. Mais pourquoi ils ne font pas ça en Europe? Parce qu'en Europe, on constate que maintenant, c'est plus la peine. La dernière fois, je voyais une vidéo où il y a des gens qui mangeaient dans les poubelles en France. Hein. Où sont les ONG là pour les aider? Et puis pourquoi c'est sur l'Afrique seulement vers se rabattre? Et ils sont comme des vautours, des rapaces. C'est là où il y a la misère, là où ils ont créé la misère maintenant. C'est là ils viennent comme des vautours pour dire que oui, ils viennent soutenir ou bien ils viennent aider la population. Mais à force de... Pourquoi ne pas aider les gouvernants à améliorer leur gouvernance et à améliorer les infrastructures sociales pour que ces populations puissent vivre aisément? Mais pourquoi vous attendre d'abord, quand ils ont fini de foutre la merde et qu'ils viennent maintenant en pompiers pyromanes pour venir dire qu'ils viennent aider les Africains? Moi, je pense que ces ONG-là, on doit tous les bannir et les chasser. C'est tout ce qu'on peut faire. Arrêtez de coopérer avec ces genres de choses-là. Ça ne sert à rien. Depuis combien d'années ils ne font que faire la coopération en Afrique? Ils ont apporté quoi de spécial? Hein? Pour donner seulement un gobelet de riz à quelqu'un, ils vont venir faire des photos, ils vont envoyer des caméras, ils vont venir faire des reportages, tout et tout ça, à cause d'un seul gobelet de riz. Mais et la suite, après maintenant, la suite c'est quoi? La suite c'est quoi? Non, vraiment que nos gouvernants prennent conscience de cela et qu'ils arrêtent cette infantilisation des Africains là. Ils n'ont qu'à arrêter ça. Les gens ils viennent, ils provoquent la misère ici, ils créent des guerres, ils déséquilibrent les sociétés et maintenant après c'est eux qui viennent se jouer les bons samaritains. Ils n'ont qu'à arrêter ça. Ces jeunes, on doit les bannir même. Tout ce qui est ONG ne devait même plus exister en Afrique ici. Nous, on peut faire nos ONG comme on vivait avant. Est-ce qu'on vivait par les ONG? Vraiment, je salue le président Tchani et je salue l'AES, qu'il continue dans cette voie-là. Ils n'ont qu'à faire ils n'ont qu'à désintoxiquer leur pays. Parce que ces ONG, ce sont des toxiques. Ce sont des virus. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Merci et puis bonne journée. Merci à vous également. Nous allons donc refermer le standard pour revenir et sortir rapidement de cette émission. Nous sommes en train de sortir la présence des ONG, bien sûr, dans nos États qui continuent de questionner, comprendre. En tout cas, on sait que depuis des années déjà sur les plateaux panafricains, ces ONG, leur présence est très critiquée et il y a eu des
rapports qui font état de ce que ces ONG jouent d'un rôle trouble dans nos États, accompagnent justement des projets de déstabilisation, de manipulation. On le rappelait encore sur ce plateau hier avec le scandale autour de l'UCED où il y a plusieurs révélations, c'est clair et net. Ces institutions aujourd'hui sont implantées dans nos États, en tout cas pour la plupart, pour servir les intérêts des États occidentaux, en tout cas pour maintenir la mainmise de ces États, bien sûr, en Afrique. Et malheureusement, ces ONG touchent des secteurs assez clés qui sont généralement laissés entre leurs mains, nos États n'ont même pas le contrôle justement de ces différents secteurs. Nous fermons, on fait le tour de table. Albert Anatole Aïssi, une décision finalement louable, appréciable, applaudie des autorités du Niger, effectivement, qui continuent dans leur lancée. On rappelle qu'il y a plusieurs actes qui sont posés du côté du Niger, que ce soit sur le plan social, économique, politique. Il y a des actes assez nationalistes qui sont posés de ce côté-là. Pour sortir, monsieur Aïssi, peut-être le dernier mot. Oui, permettez-moi déjà de répondre à un des spectateurs qui a tout à l'heure pensé qu'il n'existe pas, n'est-ce pas, de ressources humaines sur le continent africain. Tout à l'heure, je l'ai dit dans mon analyse. En tout cas, parlant du contexte camerounais, il existe des ressources humaines. Oui. Ce qui manque le plus, c'est de bonnes politiques de gestion de ces ressources humaines. Je ne comprends pas que, par exemple, un polytechnicien se retrouve dans un bureau. Un polytechnicien, c'était chef d'entreprise. Madame, c'est qu'un polytechnicien ne devrait pas se retrouver sous un statut de fonctionnaire. Ouais. Un polytechnicien, par essence, c'est un chef d'entreprise. C'est-à-dire que chaque politicien qui termine ses études, il doit être occupé afin que je dois être utilisé par l'État dans un secteur précis. Ce n'est pas un fonctionnaire, ce n'est pas un bureaucrate. Malheureusement, nos polytechniciens sont réduits à des statuts de bureaucrates. Nous en avons des ressources. Si pour le contexte ivoirien, c'est sûr qu'il y a de la ressource. Si pour le contexte sénégalais, il y a de la ressource. Mais c'est de mauvaises politiques. Qu'est-ce qui peut expliquer, madame, c'est que vous avez Macron qui est porteur du projet Femmes sur le continent africain. Le projet Femmes, c'est un projet agroalimentaire qui vise à nourrir les Africains. Vous y comprenez quelque chose, vous? Donc, je voulais rassurer aux téléspectateurs en leur faisant comprendre que si vous avez l'Europe ou l'Occident qui choisit, qui s'est engagé dans une sorte de migration choisie, c'est parce qu'il y a de la matière, il y a de la ressource sur le continent africain et ça leur coûte moins cher. C'est dit en passant. Ouais. La deuxième chose, je voudrais revenir sur justement la situation de cette invasion des ONG. Oui. Ça traduit deux choses. Cette invasion des ONG, ça traduit deux choses. D'ailleurs, déjà pour qu'une ONG puisse mener ses activités dans un pays, il faut les autorisations du gouvernement. Tout à fait. Donc, elles ne sont pas là parce qu'elles sont dans l'illégalité. Elles sont là, ces ONG, parce qu'elles ont les autorisations nécessaires pour exercer leurs activités. Donc, il y a cette complicité tacite de nos gouvernants. Okay. C'est important de le préciser. Parce que je ne peux pas comprendre l'incompréhensible, Madame Siké, que vous délaissez aux ONG la gestion des secteurs clés. Vous l'avez indiqué, l'éducation, il s'agit d'un devoir, je veux dire, d'un secteur régalien qui relève des questions de souveraineté de l'État. L'éducation, la santé, et les projets de développement. Alors, est-ce que vous pensez qu'une ONG, c'est vrai qu'il y en a qui ont des millions de dollars, des milliers de dollars, des milliards de dollars, mais est-ce que c'est tout à fait logique que vous puissiez délaisser entre les mains des officiers étrangers la gestion des secteurs de ce qui relève de la souveraineté de votre État, tels que la santé, les projets de développement et l'éducation? Je ne pense pas. Ça, c'est pas compréhensible. Et en plus, pourquoi c'est toujours sur le continent africain où on retrouve une prolifération d'ONG? S'agissant du cas spécifique du CCR, n'est-ce pas?
cet organisme a été créé pour la prise en charge médicale des blessés de guerre. Alors, ça devient intéressant. On comprend pourquoi, in fine, il y a une prolifération des fois de tensions sur le continent africain parce qu'il faut justifier leur présence. Dans le cas, tout à l'heure j'ai évoqué, c'est une parenthèse, le cas par exemple des missions de maintien de la paix sur le continent africain. Là encore, leurs missions ont été dévoyées. Il vous est revenu, dans le cadre de nos débats, de décrire le fait qu'ils soient retrouvés dans les voitures de l'ONU, c'est-à-dire les missions de la paix de l'ONU, soit des armes, soit des matières premières, soit de l'or, entre autres. Donc, en fait, il s'agit des organismes qui mènent des opérations sous couverture, au profit de ceux qui les financent. C'est ça qui est la question. En plus, vous avez oublié, en plus des missions des projets d'établissement, ces organismes mènent des activités d'espionnage. Puisqu'elles ont la liberté de circuler partout, parce qu'elles bénéficient d'un statut d'immunité. À l'image, n'est-ce pas, des valets diplomatiques. Il nous est revenu par hasard, c'est-à-dire que je crois que ce policier l'avait bu un peu d'honteux ce jour-là, pour prendre le risque de fouiller la voiture d'un diplomate, dans laquelle cette voiture, dans laquelle on a retrouvé des objets compromettants. Ce qui, de notre point de vue, doit amener certainement à revoir les statuts d'immunité de certains diplomates. Surtout ceux qui, de plus en plus, organisent des messes de nuit avec certains membres, certains leaders de la société civile, certains leaders politiques, après ce qui s'immiscent dans la gestion de nos affaires. Et pas de plus en plus être regardant le sujet. Il est ici question, il n'est pas question ici de convoquer quelques conventions ou de bien que ce soit, non. Du tout. Parce que quand il s'agit des questions de souveraineté, des questions de sécurité, il n'y a pas matière à bavarder. Nous avons vu en France, en 2018 en France. C'est une affaire que j'ai suivie personnellement. La police française a fait une intrusion dans la maison d'un diplomate camerounais. C'est une affaire que j'ai suivie personnellement. La police française a fait intrusion dans la maison d'un diplomate sur le prétexte que son enfant se baladait avec les délinquants. Mais vous ne pouvez pas entrer dans la maison d'un diplomate en la présence, en son absence, pour aller interpeller son fils. Ils n'ont pas. Et si cela serait passé sur le continent africain, au Cameroun, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, ça aurait fait un tollé pas possible. Mais cela n'a pas été relayé du tout, ni par les médias français, ni par les médias camerounais. J'étais pratiquement le seul à avoir parlé de ça. C'était l'office de l'attaché de défense de l'ambassade du Cameroun à Paris à l'époque. C'était pour vous faire comprendre que, bon, si eux, ils sont capables, sans mandat, de violer le domicile d'un diplomate sur le fallacieux prétexte que son enfant se balade avec des délinquants du quartier, alors nous avons donc le droit également de fouiller leur véhicule. C'est important parce que les relations internationales c'est basé sur le principe de réciprocité. Je vais terminer par le deuxième thème. En ce qui concerne cette affaire, cette action publique qui vient d'être engagée par Jupiter. Je crois qu'il est important que nous puissions également agir par le principe de réciprocité. Là aussi. Parce qu'il ne faut pas que les gens pensent que le noir demeure en 2025, n'est-ce pas, un objet marchand. Comme ça a été dit dans le fameux protocole de Toronto, les époques ont évolué, nous ne sommes plus à l'aide de nos ancêtres. Nous pensons que, et d'ailleurs, cette thématique m'amène à demander aux Mahorais de porter plainte contre le gouvernement français qui, depuis bientôt 3 ans, peut-être plus, s'est engagé dans une campagne de stérilisation des jeunes filles, ce qui est un crime. Au motif que, eh bien, la maternité des femmes non leur pose problème. Vous entendez ça? De manière systématique. Et c'est connu, c'est officiel.
Vous n'avez subi aucune condamnation ni des médias, ni de leurs experts de plateau, ni de l'ONU. Personne. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit que des Noirs, de pauvres Noirs. Donc, nous pensons que pour ce qui est de nos frères de la Martinique, de la Guadeloupe, oui, qui sont victimes, n'est-ce pas, des délits de justice, des parodies de justice, des parodies de procès, j'ai envie de dire, eh bien, il faut les soutenir et nous allons certainement revenir sur cette affaire de la plainte de M. Macron parce que cette fresque qui présente, n'est-ce pas, sa tête décapitée n'est que la conséquence de l'injustice que subissent depuis toujours nos peuples, les peuples de ce côté-là, les peuples africains de ce côté-là, par une politique néocoloniale et raciste de Paris. Merci à vous, Albert Anatola. Ici, en 1-2 minutes, Monsieur Atangana, votre mot de fin pour sortir définitivement. Oui, bon, je vais essayer en 1 minute. Vous savez que moi, quand je commence, 1 minute, c'est toujours court. Je vais essayer. Il y a monsieur, je vais continuer dans la réponse de monsieur Albert Anatola ici, qui répondait à monsieur qui avait dit qu'il n'y a pas de moyens. Alors là, vous vous trompez lourdement. Alors là, si vous allez en Europe, vous allez trouver des chirurgiens, des ingénieurs en train de travailler pour les sociétés de blancs. Et je sais de quoi je parle. Hein. C'est que toutes les grosses sociétés de consultance en Belgique, je les connais. Je dis toutes les grosses. Il n'y a pas une grosse société de consultance en Belgique qui ne connaît pas, n'a pas eu mon CV. Et j'y trouve beaucoup d'ingénieurs. Si vous me demandez aujourd'hui des ingénieurs camerounais, ben, je vous en rappelle. Et même expérimentés, parce que c'est l'une des grosses difficultés. Et comme M. Albert Anatole a ici disait, un polytechnicien est un chef d'entreprise. Enfin, un polytechnicien, c'est un ingénieur qui est sorti de l'école polytechnique. Il faut qu'on s'entende bien sur les émots. C'est ça qu'on appelle un polytechnicien. C'est un ingénieur qui est sorti. Et les ingénieurs ont même des cours de gestion d'entreprise parce qu'ils sont préparés à être des chefs d'entreprise. Mais la question est pourquoi on ne fait pas? Première chose, là, je vais être pratique concret, le manque de financement. À la sortie des indépendances, qui a les capitaux? Tout le monde est fils de cultivateur, on n'a rien. Alors comment on fait pour investir? C'est ça l'un des problèmes fondamentaux. Et c'est là où vous comprenez très bien quand on parle de Adam Smith, de Keynes, il faut quand même savoir que c'est des gens qui étaient dans une société où des gens, pendant des siècles, des particuliers bien sûr, avaient accumulé des capitaux grâce à l'esclavage et la colonisation. Donc le problème du capitaliste se pose et son analyse. Mais quand au Cameroun, vous analysez le capitaliste, quand vous faites du Marx, du Keynes, enfin, excusez-moi, mais j'ai l'impression que le contexte n'y est pas. Parce qu'il n'y a pas de capitaliste, parce qu'il n'y a pas de particulier ayant accumulé des capitaux et à se demander, mais je les investis en quoi? Donc il faut tenir compte de cette réalité matérielle et se demander comment on fait. Comment on fait? Parce que ça aussi, il ne suffit pas que de démontrer. Comment on fait pour qu'on investisse alors qu'il n'y a pas de capitaux? C'est un problème crucial. La deuxième chose, c'est, on pourrait y rester beaucoup de temps, toujours les ingénieurs. Nous sommes un pays en construction, il doit être construit par des ingénieurs. Je vais vous poser une question. Autour de M. Biya, de tous ses conseillers, donnez-moi le nom d'un seul ingénieur expérimenté. Un, pas deux. Je repose la question. Donnez-moi le nom d'un seul ingénieur expérimenté parmi les conseillers de M. Paul Biya. Sauf l'État, tout le monde sait que je le supporte d'ailleurs à plusieurs reprises. Et c'est ces conseillers qui donnent des avis sur les projets d'énergie, sur les projets d'adduction d'eau, sur des projets de développement. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un non-sens? Alors qu'en Europe, pour vous retrouver sur une place comme ça, vous devez non seulement être un ingénieur, mais avoir justifié de plusieurs années d'expérience. Quand vous sortez de l'école, quand on vous met le cahier de charge d'un projet de 500 pages de cahier de charge, vous ne savez pas. Et puis j'entends souvent les gens dire, oui, M. Paul Biya devrait aller au stade. Mais qu'est-ce qu'il en sait dans le cahier de charge? Est-ce qu'il peut reconnaître au premier coup d'œil la différence entre une vis en acier spécial, en acier galvanisé, en aluminium, en fonte?
Vous voulez qu'il aille faire quoi là? Son rôle n'est pas d'être en train de regarder comment on construit le stade au Lembe. Allez, je vais vous prendre un exemple. Vous savez que c'est sorti au Gabon, quand le chef d'État allait chercher des générateurs pour alimenter le pays. Et c'est sorti à la télé. Il a dit, j'ai vos CV, pourquoi ça ne marche pas? Il a dit, c'est sorti à la télé, moi je n'ai rien dit. J'ai vos CV, pourquoi ça ne marche pas? Vous vous souvenez de M. Mahamat Idriss Déby, qui a dit, mais vous m'envoyez des rapports quand j'arrive sur place. Les rapports n'ont rien à voir. Un pays se bâtit avec des ingénieurs. Et on ne peut pas continuer à me mettre un licencié en droit ou un administrateur civil principal auprès de Paul Biya qui lui conseille la centrale d'énergie qu'on faut construire au Cameroun. C'est du foutage de gueule. Je sors par là. Merci à vous, Monsieur Henri Atangana. Merci infiniment, chers invités. Bien sûr, à vous également, chers téléspectateurs. C'est donc la fin. C'était également le dernier numéro de cette semaine. On vous souhaite donc une très belle journée, mais surtout aussi un très bon week-end. Vous le savez, les programmes sont toujours en continu. Restez avec nous durant tout ce week-end et nous savons que voilà, nous ferons de belles choses ensemble. D'ici là, portez-vous donc très bien et à très bientôt.